les autres personnes nous rejoindront en cours de route. Avant de démarrer, comme d'habitude, de précision, vous pourrez disposer à la fois du contenu en mode PDF et du support de présentation de ce webinaire. Vous pourrez également disposer de la vidéo en replay, nous vous enverrons un lien. Si vous n'avez pas pu vous connecter, c'est avec plaisir que nous vous enverrons également ce lien et ces supports. Et puis, n'hésitez pas, au fil de la présentation, si vous avez des questions, vous avez un outil de chat, posez vos questions dessus et c'est avec plaisir que nous y répondrons à la fin de notre session, d'ici 3 bons quarts d'heure, 50 minutes, puisque le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet qu'il ne faut pas sous-estimer. Cette étude de faisabilité, la clé, la pierre angulaire pour choisir la bonne solution d'entreposage. Alors, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, qui sommes-nous? Nous sommes donc Simco Consulting, cabinet spécialisé dans l'accompagnement et le conseil des activités logistiques et supply chain. Notre activité, mettre en performance, vous aider à mettre en performance vos activités d'entreposage, d'usine et de distribution, avec une notion d'étude de faisabilité qui est vraiment un produit incontournable chez nous, qu'on va vous présenter dans ce webinaire, avec des notions de simulation de flux également, cet outil digital qui nous permet de reproduire une activité, de la paramétrer et de faire, de tester, soit en partant d'une page blanche, soit en partant d'un existant, donc une solution et des évolutions de manière à pouvoir gagner en efficience sans perturber l'activité ni les collaborateurs. Nous accompagnons des donneurs d'ordre pour aller identifier le meilleur prestataire logistique qui puisse les accompagner. Nous accompagnons des prestataires logistiques qui puissent aller répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre. Et puis, nous sommes également certifiés Calliope avec des formations sur catalogue, mais aussi et surtout sur mesure. L'idée, c'est de vous accompagner non seulement sur l'organisation de vos entrepôts, sur les conseils matériels, mais c'est également faire grandir vos collaborateurs, puisque sans eux, nos activités, quand bien même elles seraient le plus possible automatisées, seraient beaucoup moins efficientes. 40 années d'expérience chez Simco, 600 clients, 2400 projets, un chiffre qui va forcément évoluer quand on va faire le bilan de l'année 2022, avec des beaux projets en cours, tant à Milan, au niveau du siège du groupe, qu'ici sur Chalon-sur-Saône. Alors, quelques-uns de nos clients, je vais passer rapidement dessus. Vous avez donc le détail sur notre site internet simcoconsulting.com avec différents clients et plusieurs clients, puisque 600 clients ne peuvent pas apparaître sur un tel slide. Notre offre, je vous en ai parlé avec l'introduction de Simco, l'organisation du schéma directeur, master plan d'aménagement d'usine, la partie logistique d'entrepôt et d'usine et distribution qui va nous intéresser aujourd'hui à travers cette étude de faisabilité, l'externalisation. Il faut savoir qu'environ 70% de notre chiffre d'affaires est consacré aux activités, à l'optimisation des activités logistiques, 20% sur des activités plutôt tendance supply chain, donc on sort de la boîte entrepôt, et puis 10% sur les activités formation. Si on revient sur le programme du jour, je vous propose un peu une remise en contexte de qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un entrepôt moderne, entre guillemets. Un petit focus, et je pense que c'est important, sur le moyen d'aborder ce projet d'étude de faisabilité, en constituant une équipe projet. C'est très important d'avoir une vision élargie, d'avoir les bonnes ressources pour gérer cette étude de faisabilité. On creusera l'étude en elle-même. On reviendra ensuite sur la manière de choisir la meilleure solution qui sera sortie de l'étude de faisabilité, puisque l'étude va nous proposer plusieurs scénarios. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on valide finalement cette solution et qu'on la met. Alors évidemment, le contexte, nous sommes toujours ici dans nos locaux chalonnais, dans l'ancien siège de Kodak Europe, avec forcément, je vais vous parler de la photo, je vais vous parler des films, les deux composantes de l'entrepôt aujourd'hui. La photo, c'est le stock, c'est figé, c'est combien est-ce que je dois pouvoir positionner d'articles, de palettes, de bacs,
dans mon stock, dans mon entrepôt, sur la surface dont je dispose. Et puis c'est le film, c'est comment est-ce que ça rentre et comment est-ce que ça sort, avec quelle cadence, est-ce que j'ai des pics, est-ce que cette fin d'année va avoir des pics de consommation ou au contraire des creux parce qu'on sort d'une période, de votre période d'activité. Est-ce qu'on est plutôt linéaire? Est-ce qu'on a plutôt des activités fortes le matin et moins l'après-midi en fonction des contraintes de transport, de plans transports? Donc tout ça, c'est à prendre en compte forcément quand on va étudier, analyser le besoin d'un entrepôt. Très clairement, on n'organise pas un entrepôt avec une capacité de 5000 palettes si on sort et on entre tous les jours 2000 palettes, ou si on sort et on en entre 100 tous les jours, ou si on sort de la palette complète, ou si on va plutôt sortir des produits à l'unité ou pour de la distribution. Alors, l'impact des nouvelles tendances, aujourd'hui, on nous en demande, j'allais dire, de plus en plus, on nous demande de gérer des numéros de série, des numéros de lot, d'avoir de la flexibilité, de la réactivité. On va beaucoup travailler sur les conditions, les aménagements de postes de travail, ce qui est important quand on sait qu'on est en phase de pénurie dans nos entrepôts, dans nos activités logistiques, donc on a besoin de venir apporter un confort, entre guillemets, aux opérateurs. On sait qu'on doit faire face à des urgences, on sait qu'on doit aller très vite. Donc tout ça, c'est des choses qui sont venues bouleverser depuis quelques années nos activités. Et quand on connaît une croissance et qu'on est limité et que on aimerait bien quand même pouvoir rester dans nos murs ou essayer de faire plus dans un même contexte, dans un même environnement, eh bien, on va essayer d'aller densifier le stockage, d'aller automatiser de la préparation de commandes. C'est l'objet, notamment, ça peut, c'est pas que, mais c'est l'objet donc des notions d'études de faisabilité. Augmentation de la complexité opérationnelle, augmentation de la flexibilité, de la réactivité, c'est les enjeux. Et donc, on doit les respecter respectant un délai, en ayant un niveau de qualité extrêmement important. À l'heure de la réputation sur Internet, on va aller chercher les 3 étoiles, les 5 étoiles, les 10 étoiles s'il le faut, auprès des clients, puisque c'est bien eux qui, in fine, vont venir faire votre réputation et faire en sorte que vous ayez un flux client qui soit amplifié. Alors, la démarche d'étude de faisabilité, elle s'inscrit dans un projet global. Chez Simco, on va toujours commencer par cette étude de faisabilité. On va beaucoup en parler dans ce webinaire. Sur un tronc commun, elle va être totalement différente d'un client sur un autre. Pourquoi? Parce qu'on va devoir s'adapter à la typologie d'activité, au positionnement de l'entrepôt dans la chaîne, dans le schéma directeur. Mais elle va sortir, donc cette étude de faisabilité va sortir plusieurs scénarios qu'on sera capable par la suite de vous accompagner, de vous aider à mettre en œuvre à travers la partie, donc ce qu'on appelle le PCM. On va commencer par un projet détail, le cahier des charges. On va vraiment collecter le scénario qu'on aura choisi. On va le travailler de manière très fine, le transformer en cahier des charges, vous aider à aller choisir les bons fournisseurs, puisque nous, nos études, on les fait de manière totalement indépendante vis-à-vis des fournisseurs du marché. On va parler en technologie plus qu'en marque commerciale. On va vous aider vous assister sur les phases de test lors de la conception des machines, s'il y a des machines évidemment, ou des systèmes d'information, puisqu'on traite aussi évidemment des systèmes d'information, pas de flux physique si pas de flux d'information. Et puis, on va vous assister également sur la partie démarrage, de manière à ce que vous puissiez avoir vraiment une autonomie et des réglages qui répondent aux besoins initiaux qu'on aura donc collectés pour réaliser l'étude de faisabilité. Évidemment, on est capable également sur ce process de vous accompagner à travers de la formation. Alors, la manière de répondre, avant d'entrer dans ce sujet d'études de faisabilité, en fait, on a 2 approches, et ces 2 approches, on va les retrouver dans nos études. On a plutôt une approche innovation. On prend l'ascenseur, on monte 3 étages d'un seul coup, donc on progresse très rapidement. On va s'assurer que l'ascenseur s'arrête bien au bon niveau et qu'on puisse sortir sans trébucher et qu'on ne soit pas coincé entre 2 étages, évidemment. On est plutôt sur un investissement en général assez lourd quand on va chercher l'innovation. On va aller chercher du retour sur investissement
on peut avoir également des investissements qu'on appelle contraints, c'est-à-dire qu'on est sur des produits, des installations aujourd'hui qui deviennent caduques, qui ont des problèmes de maintenance, de disponibilité de pièces, donc on n'a pas d'autre choix que d'investir. En face de ça, on a le process d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'ascenseur, on prend l'escalier. On va faire des petites marches, petit à petit, des petites progressions, sans forcément mettre beaucoup d'argent. On est plutôt sur l'organisation, sur du management, sur des aménagements de postes de travail, sur l'optimisation des flux, des déplacements. Donc, on n'est pas encore une fois, on ne prend pas l'ascenseur, ce n'est pas du gros investissement, mais on monte les marches petit à petit. On veut aller moins vite pour arriver au 3e étage, mais petit à petit, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ce projet est un projet à prendre très sérieusement et je voudrais d'abord vous sensibiliser sur un peu les raccourcis ou les facilités sur lesquelles on a tous tendance à partir, mais sur lesquelles il ne faut pas aller. Déjà, définir un besoin en termes de solution avant de faire l'analyse. Non. Le besoin, on a des causes, on a des outils qui permettent d'identifier le besoin. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui dans vos organisations? Est-ce que vous avez des besoins d'augmenter la productivité? Est-ce que vous avez besoin de récupérer de la surface de stockage ou d'activité? Est-ce que voilà, le besoin est tout autre, vous avez une mauvaise qualité de service, trop d'aversion, trop de casse? Voilà, il y a un besoin initial. L'idée, c'est vraiment de savoir identifier ce besoin sans aller faire le travers de la solution. L'équipe projet, on va en parler aussi juste après. L'équipe projet, elle doit être complète, elle doit fournir les membres, les compétences, et y compris la hiérarchie nécessaire pour faire avancer le projet, sous réserve que le projet s'épuise dans le temps et sans rien aboutir, et on aura investi de l'argent pour pas grand-chose en entreprise. Et avec cette équipe projet, donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher des bons critères, un flux de données important à pouvoir comparer, et puis quelque chose, une étude sérieuse et objective et appuyée sur des expériences. Voilà. Et puis donc se méfier aussi de son propre vécu, de sa propre expérience, parce que j'étais dans une position dans une autre entreprise et qu'on m'a amené tel dispositif, parce que le voisin d'à côté ou l'entreprise que j'ai rencontrée à l'occasion d'un réseau a investi dans telle technologie, donc j'y vais parce qu'on m'a dit que c'était bien. Non, il faut évidemment peser le pour, le contre et savoir donc, où aller chercher la recherche. Alors, où aller chercher cette analyse, hein, ce besoin, cette validation. Peut-être qu'effectivement, la technologie qui a été investie par le voisin est la bonne. OK, elle va répondre à vos besoins, mais on a besoin de le valider dans là-dessus. Donc, on va mettre en place cette équipe projet qui doit avoir encore une fois un sponsor au niveau de l'entreprise pour donner les impulsions. On va avoir une équipe qui va être, alors quand vous faites appel à un cabinet comme Simco, qui va être mixte entre des gens de vos entreprises et des gens donc, du cabinet, de manière à pouvoir couvrir l'intégralité donc des fonctions nécessaires pour mener ce projet et respecter ce triptyque coût, délai, qualité, qui est évidemment la base de tout projet. Ce projet et l'environnement dont on va prendre en compte pour le mener concerne à la fois des éléments internes. C'est quoi notre politique de production, c'est quoi notre politique d'approvisionnement, c'est quoi notre canal et nos réseaux de distribution. On est multicanal, on ne l'est pas, on livre nous-mêmes, on passe par des intermédiaires, par des hubs, on éclate nos stocks, évidemment en respectant ce besoin de niveau de service des clients, et puis donc en étant évidemment en phase avec les politiques d'approvisionnement d'ordonnancement d'entreprise. Des éléments externes aussi qu'on va prendre en compte, à la fois sur cette partie physique, hein, occupation du stock, la gestion donc, des fournisseurs, des sous-traitants, des productions, donc tout ce qui va rentrer finalement, tout ce qui va sortir en termes de flux aval, et puis donc là aussi des éléments logiques sur les systèmes d'information, sur les flux, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler donc ce qu'on appelle le cadre de référence. Et ces analyses qui vont nous permettre de collecter
des bases de données, de tracer ce cadre de référence, vont nous permettre de cheminer sur une étude de faisabilité. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet de l'étude de faisabilité, puisque nos points d'entrée, c'est les bases de données, je vais les développer juste derrière. C'est le développement de solutions alternatives qui vont respecter le cadre de référence que vous nous aurez fixé, évidemment. Et puis, c'est d'aller mettre en place, mettre sur la table des éléments tangibles qui vont vous permettre, de manière très concrète, de choisir parmi les solutions qu'on aura retenues, celui que vous souhaiterez mettre en place. Alors, au tout début, les points d'entrée, donc, on a cette notion de cadre de référence, que moi je vais appeler le terrain de jeu. C'est jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut se permettre. Est-ce qu'on est open bar, entre guillemets, dès le départ, on peut imaginer tous les scénarios, ou nous, au contraire, est-ce qu'on dit, bon, alors, l'idée, c'est de rester dans la région, l'idée, c'est de rester sur le site, on a peut-être un potentiel constructible à côté de la production pour agrandir l'entrepôt, ou l'idée, je ne m'interdis pas d'aller chercher un prestataire logistique pour les flux amont, pour les flux aval. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie donc, de ce cadre de référence. Je veux aller chercher l'automatisation ou au contraire, je préfère avoir une équipe que je maîtrise et je veux rester sur des process totalement manuels. J'ai besoin de passer des pics. Enfin voilà, donc tout ça, c'est vraiment ce cadre de référence qu'on va coupler avec ce qu'on appelle l'étude de besoin. C'est aujourd'hui, on va observer vos pratiques, on va regarder comment vous faites, comment vous fonctionnez, et puis on va récupérer parmi ces pratiques ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Identifier des pratiques qui peuvent être caduques et qui n'auront peut-être plus en d'être ou qui peuvent être simplifiées avec des nouveaux systèmes d'information, avec des nouveaux outils de pilotage, de manutention, de stockage. Et ça, évidemment, on peut le faire qu'en analysant des données. Gros point, on va vous embêter quand on va travailler avec vous pour aller collecter des données, pour aller comprendre les données, pour les faire parler. Nous avons un rapport qui s'appelle un rapport de gel de données sur lequel on vient nous voir, on dit voilà ce qu'on a compris de vos données, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et par-dessus, évidemment, on va mentionner vos objectifs de croissance de manière à pouvoir dire on a l'existant, le ASIS, on a la cible. On va développer des cartographies, évidemment, des cartographies de flux. Si besoin, on va aller jusqu'à la notion de VSM, hein, qui est encore plus poussée qu'une cartographie, ce qu'on appelle en from to. On identifie les chemins qui partent d'un point A pour aller à un point B, et derrière, donc, on va tracer cette notion de cartographie. Et parmi les études de données, forcément, on va aborder la notion de coût. Et donc, qui dit coût, dit les coûts des caristes ou des préparateurs de commandes et des effectifs actuels, les coûts des engins actuels en location, en investissement, les coûts de maintenance actuels, de manière à ce qu'on puisse vraiment établir le point de départ et savoir cibler où est-ce qu'on va. Alors, voilà, on vous ai dit tout à l'heure, hein, le besoin peut être différent en fonction de là où on se positionne sur un schéma directeur. Est-ce qu'on a plutôt besoin de surface, d'augmenter un nombre de références en catalogue? On augmente un chiffre d'affaires plutôt sur quel segment? On va augmenter un chiffre d'affaires. Est-ce qu'on augmente un nombre de clients? Est-ce qu'on reste ISO sur le client et on augmente les références? Est-ce qu'on reste ISO sur les références et on augmente plutôt le panier de vente? Voilà, tout ça, c'est des besoins qu'on va identifier. On va vous poser un certain nombre de questions pour vraiment cibler votre besoin de demain. On va intervenir partout dans l'entrepôt, du quai d'entrée au quai de sortie, en passant par les zones d'échange, par le stockage, par la préparation de commandes, par les différentes zones de tri, par des zones tampons, par des zones de co-packing, de kitting éventuellement. Donc, ces flux, on va évidemment tous en prendre en compte. Et quand on va collecter des données, on va collecter des données à la fois sur ce qu'on appelle le master data, vos fiches articles, à la fois sur les entrées, sur les sorties, en unité de manutention, mais aussi en unité de transport, le nombre de camions qui rentrent et qui sortent aujourd'hui dans la cour, comment ils se mettent à quai, à quelle heure ils viennent, etc. Et puis on va pouvoir affiner également sur les journées avec des notions. Alors si on est connecté avec la production, on va aller chercher donc des productions des cadences de production. Si on est plutôt focus sur
sur une activité plus globale ou qui est liée donc à du transport, on va aller chercher des pics d'activité parce qu'on sait que le premier camion pour le sud-ouest part à 13h30 et donc il faut que ces commandes, on les ait préparées pour 13h30 et peut-être que du coup, le matin, entre 10h et 12h, on a un pic d'activité et on fait 20, 30, 40% de plus de préparation de commandes que sur les autres périodes de la journée. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être extrêmement importantes. On va parler sur des activités moyennes, on va parler sur des activités pics, évidemment, aussi bien sur les mois que sur la semaine, que sur les heures à l'intérieur de tout ça. Donc, on collecte un maximum de données, on les fait parler, on en fait donc un rapport de gel de données, et derrière, on a certains outils qui nous permettent d'élaborer donc les scénarios, c'est cartographies de flux et de processus, c'est donc des prises d'échantillons, c'est des layouts, donc des plans sur AutoCAD, c'est évidemment tout ce qui va être tableur Excel ou des outils BI. Et puis donc on a également, et je vous le présenterai un petit peu plus tard, et j'espère qu'on aura le temps, donc la partie simulation de flux qui va venir un peu en une garantie, une assurance investissement par rapport donc au projet qu'on va pouvoir réaliser pour vérifier que si on est sur des systèmes qui sont aussi bien manuels que automatisés, qu'on met en place, on ne va pas générer de bouchons, de bottlenecks en aval ou en amont des processus ou à l'intérieur des processus. Voilà, donc je vous le disais, on analyse les entrées par article, les classes de rotation, les saisonnalités, les déroulés sur la journée, l'analyse des poids, la couverture de stock. Donc tout ça, c'est vraiment, et on ne pourra pas aller chercher l'approximation, on va vraiment aller chercher la data dont on a besoin. Quand on va commencer à réfléchir à des solutions, on va donc sur la base de ce besoin, sur les types d'unités de manutention, sur les types de flux, de volume, etc. On va aller étudier des solutions de la plus traditionnelle à la plus automatisée et on va cerner des technologies. Encore une fois, on parle technologie et pas fournisseur. Sur du stockage, est-ce qu'on est sur du sélectif, on a besoin de toucher telle ou telle palette à l'instant T, ou plutôt densifier parce que j'ai des lots qui sont importants, donc je peux massifier mes stockages parce que si je prends la première palette sur un lot de 30, je n'ai pas de souci, je sais qu'elle va être compatible avec mon besoin. On va aller identifier des solutions avec des manutentions manuelles et automatisées et on va aller parler beaucoup aussi également de systèmes d'information puisqu'on peut avoir aussi des études de faisabilité, des réalisations sur cette partie SI qui est pas négligeable. Et on a à notre disposition aujourd'hui une analyse complète des solutions du marché. Elles évoluent beaucoup, elles évoluent vite en ce moment. On a le bon vieux rack, le paletot traditionnel qu'on peut associer avec un tridirectionnel, avec une cabine embarquée ou pas, ou un cariste qui reste plutôt donc, au niveau du sol. On a ces racks accumulation, hein, si on descend sur du stockage densifié. Et puis donc en abscisse, on va trouver donc des niveaux d'automatisation, le manuel, la notion de shuttle qu'on peut mettre dans des chariots, et puis derrière, donc on peut avoir donc des tridirectionnels automatisés, on va avoir des options donc du shuttle palette également, en multi-shuttle palette. On peut avoir des notions de transstocker. Alors on va commencer à monter un petit peu dans les coûts et en densification, de transstocker multiples profondeurs. L'idée de l'intensification et de l'appel à l'automatisation, c'est bien de réduire un maximum les surfaces gâchées, perdues dans l'entrepôt, qui sont les surfaces de circulation des engins de manutention. Si on est sur, au contraire, de la charge légère, donc on va plutôt être en colis, en bac, on va être donc là aussi en solution traditionnelle sur des étagères, sur des tiroirs. En densifié, on va être sur des petits racks dynamiques. La solution intermédiaire, on est sur l'étagère mobile. Et puis, les solutions qui sont un peu plus automatisées, on va être sur des magasins rotatifs, horizontaux, verticaux, qu'on appelle en général par une marque qui commence par K. On a des systèmes donc, de stockage rotatif, donc, je viens d'en parler d'ailleurs. Et puis derrière, on va avoir des stockages plus densifiés, de multi-shuttles, de mini-loads qui vont imposer des allées de circulation malgré tout pour des shuttles. Et puis on va avoir ces fameux stockages, j'allais dire, de bacs densifiés. Voilà, c'est aujourd'hui c'est ce qu'on peut appeler
c'est une marque qui commence par un A notamment, qui fait ce genre de choses, mais que je ne citerai pas. Nous avons ensuite des alternatives sur la partie préparation de commande. Et alors là, on voit qu'on a finalement des systèmes qui s'imbriquent. On ne peut pas parler uniquement stockage sans parler de préparation de commande ou préparation de commande sans parler par stockage. Donc, on a donc des notions. Alors, il faut mettre à jour ces notions de man to good, good to man, ou good to robot. On ne parle plus de man to good ou good to man, on parle de man to person et person to goods to person. Voilà, c'est la tendance. Il va falloir qu'on s'y fasse. Mais l'idée, c'est donc là aussi d'être soit c'est la marchandise qui va à l'opérateur, soit c'est l'opérateur qui va à la marchandise. Le plus traditionnel, c'est bien l'opérateur qui fait sa préparation dans son chemin picking, ou qui va chercher sa palette dans les racks, et donc qui va de manière manuelle ou alors avec des supports, de convoyeurs et autres, pouvoir assurer ses manutentions. Le goods to person, c'est bien la marchandise qui est un opérateur. On va plutôt aménager des postes de travail et derrière, on a tout un système mécanisé, automatisé qui va venir apporter les boîtes, les caisses nécessaires donc à la préparation de commandes. Et puis, ces caisses, au lieu de les faire arriver sur un préparateur ou préparatrice, on va plutôt les faire arriver sur un robot. Et là aussi, on a des robots qui, avec les technologies, sont d'une extrême rapidité et qui peuvent commencer à faire des choses intéressantes en termes de préhension de produits de toute taille, de l'eau de toute taille, etc. Et puis on a ces outils d'aide à la préparation qui sont qu'on va ranger dans la catégorie interface submachine. Ces outils, donc le voice picking, les terminaux RF, les PDA, Personal Digital Assistant, les vision picking, le prélèvement par LED, tout ce qui est meubles de ventilation, etc. Donc tout ça va venir aider, consolider. L'objectif, c'est quoi évidemment? C'est évidemment d'optimiser les surfaces, évidemment d'optimiser la productivité, d'améliorer la productivité, mais bien sûr, de respecter nos engagements clients en termes de préparation de commandes. Je prépare dans les temps et je prépare les bons produits en bonne quantité. Et c'est ça qu'on va sécuriser à travers ces outils d'aide à la préparation. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de bon flux physique si pas de bon flux d'information. Donc, on va avoir une question sur la partie système d'information, le WMS, Warehouse Management System, outil de gestion d'entrepôt, qui va apporter généralement plus de capacité d'outils, de possibilités d'optimisation que les modules WM, donc les modules de gestion d'entrepôt des ERP. Et donc, on va pouvoir aller, grâce à ces WMS, gérer un entrepôt comme on gère une usine avec des vraies stratégies d'ordonnancement, d'affectation de missions, on le voit de plus en plus, de sélection des ordres de commande, de lancement de vagues de préparation, etc. Donc, tout ça, on arrive vraiment sur une maturité et sur un processus industriel de lancement des préparations et d'affectation des vagues de préparation. On va pouvoir gérer des rendez-vous de transport avec, on va pouvoir gérer des hubs et des cross-docking, être multi-bâtiments, multi-propriétés dans des installations, gestion de quai, gestion de colisage, donc tout ça assorti avec ce qu'on attend d'un système d'information, c'est-à-dire tous ces indicateurs, cette notion de temps réel également qui nous permet vraiment de réagir au plus vite, d'être efficace et de respecter nos engagements. Là aussi, c'est quelque chose qui est capital. Alors, cette étude de faisabilité, elle va nous amener plusieurs scénarios. Vous l'aurez compris, on ne va pas vous emmener sur un scénario parce que c'est celui-là qu'il vous faut. On va vous faire un panel de choix de scénarios et sur lequel on va identifier ses niveaux d'investissement, on va identifier ses avantages, ses inconvénients de manière totalement objective et par expérience. Et donc, on va également savoir si on a des effets collatéraux sur ces notions de scénario. Est-ce que le scénario ici que je mets en place, quelle implication ça peut avoir sur la partie ressources humaines, quelle implication ça peut avoir sur les systèmes d'information. On parle beaucoup et on craint beaucoup en ce moment les systèmes d'information quand on ouvre un peu les portes de nos bases de données pour avoir cette fameuse supply chain étendue, partager des informations avec nos fournisseurs, nos clients et avec nos systèmes de manutention et de stockage. On a forcément cette épée de Damoclès
lié à la cybersécurité qui va intervenir. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Les impacts matériels par rapport à du bâtiment. Est-ce que mon bâtiment, ma dalle, va supporter des nouveaux racks? Est-ce qu'elle va supporter des systèmes différents? Est-ce qu'il va supporter des AMR, des AGV, donc des systèmes automatisés qui vont transporter mes charges en lieu et place des caristes? Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, si on va sur l'automatisation, on a un effet bénéfique sur la consommation d'énergie. Et ça, c'est quelque part quelque chose qui est essentiel quand on parle donc de RSE. Cette étude de faisabilité, on va y avoir des critères objectifs, on aura une petite synthèse après, mais on va avoir aussi des critères financiers. C'est quoi l'investissement de départ? C'est quoi les coûts liés derrière aux opérations? Donc, ces fameux OPEX, ces coûts récurrents qui reviennent tous les ans. J'ai des salaires à verser, j'ai de la maintenance, j'ai des changements de batterie, j'ai donc tous ces coûts, des locations d'engins en pic éventuellement. Donc tout ça, on va aller l'estimer au vu du besoin, au vu des cadences, de la typologie de matériel qu'on va préconiser. Et donc, ça fait partie évidemment des critères qu'on va prendre en compte pour laisser le choix du scénario. On va avoir donc des temps de mise en œuvre également, des temps de projet. Comment est-ce que j'aménage mon projet? Est-ce que je suis obligé de vider totalement mon entrepôt, de mettre en place une nouvelle installation et de réaménager, de réinvestir mon entrepôt avec mes produits? Entre-temps, comment je fais? Je plante une tente dehors, en extérieur, je prends un prestataire logistique. Est-ce que je peux au contraire faire d'abord moitié de l'entrepôt et puis une deuxième moitié après? Est-ce que je peux bénéficier d'une fenêtre de tir où je suis vraiment sur une faible activité, où j'ai des périodes d'arrêt, etc. Donc tout ça, on va forcément avoir des avantages inconvénients des différentes solutions les unes par rapport aux autres. La flexibilité est aussi quelque chose d'important, à la fois en termes de volume et à la fois en termes d'évolution potentielle de mix produit. Demain, vous changez votre mix, vous passez de lunettes aux lentilles, ou au contraire, vous passez des lentilles aux lunettes. On est sur des conditionnements qui sont différents, des volumes qui sont différents. Vous passez ensuite à la jumelle ou à l'optique à la longue vue. Voilà, faut vous adapter derrière. Donc, est-ce que ces systèmes qu'on met en place aujourd'hui peuvent permettre de vous faire évoluer, d'accompagner l'évolution de vos entreprises, de vos marketing et de vos productions demain? Tout ça, on va forcément le tester et ça fait partie donc de ce stress test. Alors, on va ensuite vous proposer des solutions avec des exemples ici de layout, une solution traditionnelle, une solution semi-automatisée, une solution automatisée. On va avoir des grilles de lecture par rapport à différentes solutions et donc par rapport à des consommations, par rapport à des capacités de stockage, par rapport à des capacités, donc des ratios d'utilisation, par rapport aux effectifs. Et puis, on va avoir ces notions d'impact sur l'économie. C'est-à-dire que année 1, on positionne un investissement et les coûts d'opération, et puis année 2, on rajoute à chaque opération, à chaque installation, on rajoute ces coûts d'investissement. Si on prend ici un exemple, on voit que sur une projection de 10 ans, c'est la solution verte, la solution 5, qui évidemment va l'emporter puisque à la fois elle demande moins d'investissement au départ et puis donc on voit que les courbes ici qui sont liées, les pentes qui sont liées plutôt au coût d'opération vont être similaires. Si on compare les solutions 2 et solution 3, la rose et la orange, on voit que la solution 3 nécessite 2,5 millions d'euros d'investissement, 400 000 € de plus que la solution 2. Par contre, au bout de 2 ans, les courbes vont se croiser et donc à terme, c'est votre financier qui va être content parce qu'il aura moins de dépenses d'OPEX à réaliser tous les ans. Et donc, on va quand même, malgré tout, assurer cette notion de marge. Donc, on va avoir un livrable très visuel à ce niveau-là qui va vous permettre donc aussi d'avoir une approche financière. Et puis donc on va définir des ratios, les différentes solutions par rapport donc à leur capacité, par rapport à leur flexibilité, par rapport au niveau de technologie, à la capacité de maintenance également qu'on peut trouver, à la diffusion, à la robustesse de la technologie et par rapport donc au temps d'installation. Tout ça,
va venir renseigner cette étude de faisabilité où à la fois on va avoir cette comparaison CAPEX-OPEX et oui, retour sur investissement par rapport à l'organisation actuelle, et à la fois on va aller expliquer ses coûts et ses avantages de manière très objective et le tout donc mentionné dans une matrice de décision. Alors, on est cabinet conseil, on connaît les fournisseurs du marché, on reste objectif, on est totalement indépendant. Et c'est vrai qu'un fournisseur qui va venir vous voir et prendre en compte votre besoin va plutôt avoir tendance à vous dire que c'est sa solution qui est évidemment la meilleure. Donc, voilà. Donc non, c'est Simco Consulting qui va être le mieux placé pour vous accompagner évidemment dans vos études de faisabilité. Alors, on a fait l'étude de faisabilité. Maintenant, il faut qu'on valide et qu'on soit sûr que la solution est la bonne. Et on a 3 outils qui peuvent nous permettre d'aller le valider. La simulation de flux, l'analyse et la résilience, ce qu'on appelle le stress test. Je vous disais tout à l'heure, on monte les scénarios et on dit jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cette organisation-là. Et puis l'analyse des risques, les plans de continuité et autres, qu'est-ce qu'on peut faire si on a une coupure de courant de 2 heures, si on a donc une évolution, un incendie, une pelleteuse qui casse une fibre optique à l'extérieur, voilà, donc on peut tout imaginer. Si on commence par la simulation de flux, on a des outils, on a un outil qui nous permet d'aller se comparer à une situation réelle ou partir d'une page blanche, monter des scénarios autant qu'on veut, analyser donc les résultats et puis donc derrière aller vérifier et valider que ce qu'on simule c'est la bonne chose quand on fait des évolutions et que donc ça va nous permettre à la fois d'identifier des potentiels sous-dimensionnements. C'est dommage de ne pas être suffisamment capacitaire, des surdimensionnements. Ça peut nous permettre aussi d'aller initier les équipes à une nouvelle organisation en module formation, c'est-à-dire qu'avec des casques à réalité virtuelle qui sont très performants, c'est montrer à un opérateur, à un cariste, à un préparateur de commande, un chef d'équipe, comment demain on va être organisé et qu'est-ce qu'on va faire. C'est collecter des statistiques, c'est identifier un nombre de robots et un nombre de points de charge et vérifier qu'on a la flotte nécessaire, mais encore une fois qu'on n'en a pas trop. Donc cet outil de simulation de flux qui peut d'ailleurs être utilisé indépendamment d'une étude de faisabilité, c'est qu'on peut reproduire à l'instant T une organisation pour travailler dessus sans aller mettre en route la machine et ses études de faisabilité. C'est quelque chose qui permet aussi de sortir un visuel de votre future activité, d'aller la vendre en interne pour vendre votre projet donc, aux décideurs et aux financeurs du projet. Le stress test, je vous disais tout à l'heure, c'est de tester le comportement d'une solution au fur et à mesure qui ont plusieurs paramètres de valeur vont changer. Le mix marketing, le ratio préparation, peut-être quand on fait l'omnicanal, le ratio préparation plutôt palette complète, palette distribution, palette détaillant, palette B2C, palette B2B, enfin préparation B2B, B2C. Donc tout ça, on fait évoluer les ratios, on inverse les tendances et puis on regarde comment est-ce que à la fois on peut continuer à stocker les produits, à la fois comment on peut continuer à les préparer. Et puis l'analyse de risque, ce fameux risk management avec ce plan de continuité qu'on va pouvoir mettre en place. Ça fait partie évidemment des critères de choix d'une étude de faisabilité. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des risques de ne pas mettre une équipe projet complète en place, etc. On a des risques d'une mauvaise approche. Si je pense à nouveau, je pense seul, local, je vois qu'un seul fournisseur, peut-être 2, mais qui propose une technologie. Ok, je vais peut-être me limiter dans mon choix et je ne vais peut-être pas aller vers le meilleur choix. Ne pas identifier la solution optimale pour le support de déploiement à la fois localement et globalement. C'est-à-dire qu'on va vraiment se focaliser sur un point et puis derrière, ensuite, on va pouvoir l'étendre. Ne pas bénéficier des expériences externes et des visions étendues. C'est là qu'un cabinet de conseil est plutôt intéressant à consulter parce que ça permet de bénéficier de retours d'expérience très intéressants. Ne pas se baser sur la solution ne pas baser la solution sur des exigences objectives, une analyse de risque par rapport à un scénario. C'est clair qu'il faut vraiment
ouvrir le chakra le plus possible, mais respecter ses besoins initiaux de données. Je vous ai dit qu'on vous en mettrait avec les données. C'est important de travailler sur ces données. Et puis, c'est dommage d'investir ou de penser une nouvelle organisation sans aller investir. La mauvaise approche aussi, c'est de vous expliquer ça juste en 45 minutes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de développer et c'est toujours un petit peu dangereux. Par contre, une bonne étude de faisabilité doit suivre une méthode de conception solide, testée. Vous aurez cette méthode à travers ce support. On reste évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. C'est les ressources à mettre en œuvre en termes suffisante en termes de quantité et en termes de qualité. C'est de ne pas sous-estimer la qualité des compétences professionnelles nécessaires. Il ne faut pas hésiter à aller chercher en fait du bottom-up et du top-down. Hein. On va chercher à la fois des gens de terrain et à la fois donc des services support pour bien penser et se mettre d'accord à la solution. La solution ne vient pas ni uniquement d'en haut ni uniquement d'en bas. C'est de maintenir la vision avec des conceptions alternatives, avec des notions d'options dans le scénario. J'en ai pas parlé, mais on peut avoir 3 scénarios dans lesquels on peut intégrer différentes options. C'est d'évaluer l'impact des solutions sur les opérations d'entreprise, hein, sur les parties internes, les parties prenantes, hein, quel sont l'impact en aval et en amont. Donc typiquement, si on est en termes de flux, la simulation de flux va être intéressante à ce sujet, mais aussi quel est l'impact sur les formations, sur la partie ressources humaines, sur les compétences à acquérir, sur l'organisation générale. Est-ce qu'il y a un impact sur le client? Est-ce qu'on amène un bénéfice au client en préparant plus vite, en préparant mieux, en allant chercher un colisage peut-être plus intéressant, en allant appliquer les méthodes RSE également. Il y a à la fois les avantages internes sur les conditions de travail, sur les dépenses d'énergie, sur la protection CO2, sur les coûts de transport et l'optimisation du colisage, mais à la fois le côté j'allais dire, marketing vis-à-vis du client avec ces démarches que vous initiez. Et puis, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut faire des salons, il faut visiter, il faut demander à visiter des entreprises d'installation de manière à pouvoir vous faire une vraie idée des solutions. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% des entreprises qui font appel à du conseil, des petites, des grosses entreprises. Les projets internes, c'est à peu près 35%. Puis, il y a des fournisseurs aussi qui mènent le projet pour le compte des entreprises. N'hésitez pas, on a un avantage certain, même s'il y a un coût au départ, on retrouve ce coût dans le temps, à la fois parce que le projet, on va limiter les effets de surprise possibles, on va essayer d'être de prendre le plus de choses possibles en compte dans le projet, et à la fois parce qu'on va vous aider aussi sur la partie négociation fournisseur, achat, devis, on connaît les fournisseurs du marché, on connaît les tarifs. Voilà, et quand un fournisseur sait que le client ou la personne qui va analyser son offre est plutôt dans le métier et connaît bien les prix de marché, bon, il va peut-être avoir tendance à être un peu plus rassurant sur ce niveau de tarification. Eh bien, 3/4 d'heure pour vous parler de l'étude de faisabilité. On a tenu le temps aujourd'hui, on a tenu le timing. Alors, vous avez sous les yeux, c'est un peu une nouveauté en ce moment, ce QR code qui va vous permettre d'aller suggérer à la fois, donc, vous faire part de votre expérience sur ce webinaire, à la fois d'aller suggérer peut-être des thématiques, puisque nous sommes ouverts à développer des thématiques à travers ces webinaires hein, qu'on fait régulièrement. Vous aurez un lien dans le support également, si vous cliquez sur la souris pour aller découvrir ces cours en vidéo institutionnelle qui dure quelques minutes, qui est plutôt intéressante à voir. Vous avez nos coordonnées si vous voulez nous contacter, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on viendra vous voir, qu'on sera à l'écoute de vos projets, ça ne vous engage strictement à rien. Et puis l'heure est venue maintenant de répondre et d'aller voir si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a développé sur la thématique de l'étude de faisabilité. Alors, le temps de me pencher sur l'ordinateur et de voir si vous avez des questions. Alors, j'ai déjà une première question.
que je vais mettre sur grand écran. Alors, il y avait visiblement des problèmes de son. Alors, j'espère que ça a été résolu. Une question qui est posée, combien de temps en moyenne pour la réalisation d'une bonne étude de faisabilité? Je dirais qu'il faut tabler entre, alors tout dépend du temps de collecte de données, parce que c'est un temps qui est long et qui prend en général à peu près moitié, voire un peu plus de moitié de l'étude de faisabilité. On va être sur entre 3 et 4 mois pour faire une bonne étude et pour aller mettre en place, aller chercher des solutions robustes, solides et avoir des échanges intermédiaires avec le client. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme question? Pouvez-vous repréciser les livrables de l'étude de faisabilité? Alors, les livrables. On a un premier livrable intermédiaire qui concerne donc ce qu'on appelle le rapport de gel de données. C'est-à-dire qu'on a collecté vos données, on a pris en compte le cadre de référence, vous nous avez indiqué où est-ce que vous vouliez aller en termes de croissance et d'évolution. Et donc, on va déjà venir vous voir en disant voilà ce qu'on a compris de vos données, de votre fonctionnement. Voilà, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces visuels, dans ces graphiques? On va être très visuel à ce moment-là et dans ces tendances. Alors, peut-être vous allez dire, ah oui, c'est tout à fait nous. Peut-être vous allez dire, ah ben non, nous, c'est pas possible, c'est pas nous, parce que là, on n'a pas ce type d'activité ou ce pic des pics en fin de journée, etc. Et puis, on va creuser. Alors, soit on aura fait une erreur, soit à la fin, vous allez consulter quelques collaborateurs qui vont vous confirmer qu'effectivement, vous avez bien ce pic qui peut peut-être vous surprendre à un moment donné. Et ça, on le découvre, on fait découvrir en général pas mal de choses avec ce premier livrable à nos clients. Une fois qu'on a fait ce rapport de gel de données, qu'on est d'accord sur les enjeux, l'existant et le futur, on attaque la partie donc analyse, étude de faisabilité. Donc on va avoir ce montage de différents scénarios avec des options possibles en suivant donc ce cadre de référence manuel, automatisé, intermédiaire, etc. Et donc on va livrer à la fois des plans d'installation possibles, des impacts si on est sur un nouveau bâtiment, avec jusqu'à quelle hauteur on va monter, etc. Enfin, tout ce qui va être la description. On va avoir la description des flux, on va avoir cette approche financière évidemment, et puis cette notion, ce tableau, j'allais dire, de notation avec les temps d'installation, les temps de durée du projet, avec la possibilité de faire des investissements donc, par tranche plutôt, vous annoncez 50%, faisons d'abord un investissement pour 20%, et puis ensuite peut-être on fera pour les 30 après. Donc tout ça, c'est ce critère donc, cette analyse de critères très objectifs qui va vous permettre de mettre en évidence des points de vigilance sur les solutions qu'on vous propose pour aller décider en toute connaissance de cause. Et donc, on a un pack complet de livrables qu'on vient vous présenter évidemment en mode soutenance, en mode restitution. Et puis, en restitution, on prend compte vos remarques et on vous fournit le livrable définitif, en général, sous 2 semaines. Est-ce que j'ai d'autres questions? Réalisez-vous un jumeau numérique pour chaque projet ou seulement ceux, si je vais dessus, de grande envergure? Non, alors, on ne fait pas sur tous les projets, très clairement. On peut le faire sur les grandes envergures et c'est très conseillé à la fois au niveau du niveau d'investissement du projet et pour sécuriser le fait que on ne va pas avoir de bottleneck, de bouchons quelque part quand on est sur des systèmes automatisés. On le fait sur des choses simples. Alors on en fait en statique pour valider des implantations mètres carrés quand on a des constructeurs immobiliers qui viennent nous voir en disant j'ai un client, je lui ai fait une estimation à 5000 m², il voudrait qu'on positionne son implantation, donc on vient, on met les dispositifs, on met les largeurs d'allées, on prend des photos, on va chercher des visuels de ces machines en 3D. Et donc, ça permet derrière d'aller valider l'implantation. On peut en profiter pour réorganiser les flux, c'est ce qu'on a fait. On peut le faire alors, on peut le faire sans forcément l'importance du visuel, c'est-à-dire que
Si on a un projet, on en a fait un récemment, on vient calibrer une flotte d'AMR, eh bien on prend le layout, on décide les différentes trajectoires des AMR, on prend évidemment les fréquences, les besoins, et on met cette flotte d'AMR dessus. On n'a pas d'effet 3D, si ce n'est peut-être à un moment donné des AMR qui bougent avec des rôles, des palettes, voilà, les évacuations des contenants vides. Et donc là, on peut le faire aussi. On peut le faire, je m'en suis servi ou je m'en sers des fois quand un client hésite entre tridirectionnel et rétract. C'est-à-dire que est-ce que je vais plutôt avoir une zone de rack un peu plus longue ou est-ce que je vais avoir une zone de rack un peu plus haute et puis l'impact sur le mètre carré. Et donc, on lance ce que j'appelle des concours de caristes. C'est-à-dire qu'on a 4 configurations possibles avec des cadences de palettes qui en même temps, puis on regarde quelle est la configuration puisqu'on va pouvoir calibrer et mentionner donc à la fois des fréquences, des cadences, des vitesses d'accélération, des montées et des descentes de fourche. Et donc, on va savoir quelle est la configuration cariste, entre guillemets, la plus rapide entre les différentes solutions. Quels sont les avantages et inconvénients. On va pouvoir comparer, on a lancé une simulation de flux sur des opérateurs pour réviser, revoir les implantations picking, donc faire ce ratio entre la classe ABC et puis ces notions de carte de chaleur, parce qu'à un moment donné, si on met tous les produits qui bougent le plus ensemble, ben, on va générer des bouchons chez les carrés. Donc ça, on peut le faire. Donc on a des cas d'usage très nombreux, donc on va utiliser ou pas selon le besoin du client, selon nous, si on a besoin aussi de se rassurer ou de rassurer le client par rapport à la solution cible. Alors, encore une question, une fois l'étude de faisabilité terminée dans sa présentation, combien de temps met le client pour prendre sa décision? Ah, si seulement il y avait une vérité dans la question. Je pense que la personne qui pose la question sait de quoi elle parle. Eh bien, tout dépend du client. Il y a des clients qui ont besoin d'aller très vite, qui vont prendre des décisions très rapidement, et puis d'autres qui hésitent encore, et sur lesquels peut-être il faut ramener, refaire quelques analyses, quelques comparaisons. En général, un client qui est décidé en fonction de son processus de décision, on est entre 3 et 6 mois pour prendre la décision et faire le go live pour passer à la phase suivante. Eh bien voilà, alors je vois dans les questions du début qu'il y avait des problèmes de son, donc je tiens à m'excuser s'il y a eu des soucis, j'espère que vous avez correctement entendu. N'hésitez pas à revenir vers vous, je vois qu'il n'y a plus de questions. Voilà, donc vous avez nos coordonnées sous les yeux, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous pour le prochain webinaire. Au revoir, merci.